Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité ce soir. Inondation à Valence, Sa Majesté le roi Mohamed VI adresse un message de condoléances et de compassion à Sa Majesté le roi Felipe VI, à Sa Majesté la reine Laetitia et au président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Le souverain a également donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur afin de s'entretenir au téléphone avec son homologue espagnol. Le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l'aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle qui a fait plus de 150 morts et plusieurs autres disparus. Le secteur de l'automobile au premier plan du partenariat d'exception Maroc-France. Encouragé par le développement de l'infrastructure marocaine, par une main-d'œuvre qualifiée et la proximité avec l'Europe, de grandes entreprises françaises ont délocalisé leur production au Maroc. Focus ce soir sur cette filière des métiers mondiaux du royaume dans ce journal. À suivre également dans ce journal un entretien exclusif avec le président du groupe d'amitié parlementaire Maroc-France au Sénat français, Christian Cambon, dans lequel il nous fait part du rôle de la diplomatie parlementaire dans la promotion de la coopération bilatérale et la défense des intérêts communs. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au souverain d'Espagne, Sa Majesté le roi Felipe VI et Sa Majesté la reine Laetitia suite aux inondations survenues dans la région de Valence. Dans ce message, Sa Majesté le roi affirme avoir appris avec une profonde émotion la triste nouvelle des inondations ayant touché la région de Valence, provoquant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face à de tels événements tragiques, nous tenons à exprimer à vos majestés nos condoléances les plus sincères et nos profonds sentiments de compassion et de solidarité, ainsi qu'aux familles et proches et des sinistrés, à l'ensemble du peuple espagnol ami, écrit le souverain. Nous vous prions, Majesté, d'accepter l'expression de nos sentiments de sympathie et de solidarité ainsi que de notre profonde affection et considération, conclut le message de Sa Majesté le Roi. Autre message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le Roi au président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, suite aux inondations survenues dans la région de Valence. Dans ce message, Sa Majesté le Roi affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle des inondations dévastatrices survenues dans la région de Valence, causant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. En ces moments tristes et douloureux, nous exprimons à votre Excellence nos condoléances les plus sincères et nos sentiments de compassion et de solidarité, ainsi qu'aux familles des sinistrés et au peuple espagnol ami, écrit le souverain. Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l'Espagne, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions au ministre de l'Intérieur afin de s'entretenir au téléphone avec son homologue espagnol. Au cours de cet entretien, le ministre a informé que, conformément aux instructions royales, le Maroc est pleinement disposé à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l'aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle. Voilà ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il a aussi réitéré les expressions de condoléances et de solidarité aux autorités espagnoles et aux familles des victimes. Et suite à ces inondations, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à travers la cellule de crise centrale ainsi que les services consulaires marocains dans les régions espagnoles affectées par les inondations, sont mobilisés pour porter assistance aux ressortissants marocains établis dans les zones touchées par cette catastrophe naturelle qui a frappé le sud-est du pays. Des cellules de crise ont été mises en place à cet effet au niveau des consulats généraux du Royaume à Valence, à Madrid et à Séville, chargés de suivre tous les cas nécessitant une assistance. En coordination avec la cellule de crise établie au ministère, les services consulaires dans les régions touchées par ces inondations sont à pied d'œuvre pour apporter assistance et chercher s'il y a des victimes marocaines à déplorer. La cellule de crise centrale a mis en place des numéros pour toute demande de renseignement sur une disparition ou de perte de contact avec un membre de la famille. Numéro vert dans un centre d'appel consulaire. Le consulat général du Royaume du Maroc à Valence, région la plus touchée par ces inondations, a mis en place des numéros d'urgence pour permettre aux ressortissants marocains de s'informer de l'état de leurs proches.
Les consulats généraux du Royaume sont en contact avec les autorités centrales et locales espagnoles et avec le tissu associatif marocain pour recueillir toutes les informations sur la situation des Marocains dans ces régions, sachant qu'à l'heure actuelle, une seule victime mortelle de nationalité marocaine est à déplorer. Sur le terrain, la recherche de survivants se poursuit frénétiquement dans le sud-est de l'Espagne. Plus de 1200 militaires ont été déployés principalement dans la région de Valence aux côtés de pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d'éventuels rescapés et s'efforcent à déblayer les zones sinistrées. Les habitants encore traumatisés après ces inondations monstrueuses qui ont fait une centaine de morts ont été appelés à rester chez eux, le risque étant toujours présent dans certaines zones. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu aujourd'hui à Marrakech le général de division Issa Saif Ben Ablan Al-Mazroui, chef d'état-major des forces armées des Émirats arabes unis, en marge de sa participation au Salon international de l'aéronautique et du spatial Marrakech Air Show 2024. Lors de cette entrevue, les deux responsables se sont félicités du niveau de leur coopération tout en réitérant leur volonté de la renforcer davantage, conformément à la volonté suprême des dirigeants des deux pays frères. Les discussions entre les deux responsables ont porté sur le partenariat dans les domaines de la formation, d'échange de visites et d'expertise, ainsi que l'industrie de défense. Toujours à Marrakech et sur haute instruction de Sa Majesté le roi chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, a reçu le contre-amiral Antonio Duarte Monteiro, chef d'état-major des forces armées du Cap-Vert, en marge de sa participation au Salon international de l'aéronautique et du spatial Marrakech Air Show 2024. Au cours de cet entretien, l'inspecteur général des forces armées royales et le chef d'état-major des forces armées du Cap-Vert ont échangé autour de différents volets de la coopération militaire entre les forces armées royales et l'armée capverdienne, notamment ceux relatifs à la formation et à la participation aux exercices multinationaux. Un conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au programme de ces travaux, l'approbation d'un projet de décret sur la liste des diplômes et certificats préparés et délivrés par les instituts et les établissements relevant d'Al-Qarawiyyin. Le conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret fixant les attributions et l'organisation du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine dans l'optique d'une meilleure performance de l'action diplomatique du Royaume. Le Conseil a pris connaissance de plusieurs conventions internationales et de projets de loi y afférents présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Place à présent à notre focus sur la visite d'État au Maroc du président français Emmanuel Macron. Une visite et des temps forts que l'on décrypte avec notre invité ce soir, Cherkaoui Roudani, professeur universitaire et expert en géostratégie. Professeur, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, un nouveau chapitre s'ouvre donc dans les relations maroco-françaises à la faveur de la visite d'État du président français. Un partenariat d'exception est scellé. Quel bilan en faites-vous ? Oui, je pourrais dire un nouveau livre, comme l'a été souligné par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, lorsque le président français il a dit qu'on va ouvrir une nouvelle page. Sa Majesté lui a répondu, comme elle a été souligné dans le discours, l'entretien du président français Emmanuel Macron, que Sa Majesté voulait écrire un nouveau livre. Et en fait, donc, dans cette dimension-là, Sa Majesté il indique une ambition plus grande, plus importante
Le Maroc se dirige dans la mise en place d'une autonomie stratégique. Le Maroc, il s'inscrit dans la continuité, dans la durabilité. Au lieu de tourner la page, le Maroc s'ouvre pour créer et pour refonder des nouveaux chapitres capables de rassembler deux États qui ont une relation séculaire. Et de fait, aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une relation qui est très profonde, une relation qui se concrétise à travers plusieurs refondations stratégiques. La reconnaissance de la France, de l'intégrité territoriale du Maroc, c'est un signal très fort, un signal de dimension politique et de dimension stratégique. Ça montre que le Maroc et la France, deux pays qui sont majeurs dans la conception stratégique la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée. Et de fait, aujourd'hui, géopolitiquement parlant, cette relation aussi s'inscrit avec une vocation de dimension africaine. Le Maroc, aujourd'hui, un pilier dans la sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans la sécurité alimentaire, le Maroc, il est en train de mettre en place et présente un modèle africain capable de faire devenir le continent en tant que solution mondiale et pas comme un problème mondial. Et donc, là, je pense aujourd'hui que nous sommes dans une nouvelle ère capable de rassembler, capable de créer des synergies, de travailler ensemble pour faire face à certains défis géopolitiques. Et je pense aujourd'hui, le Maroc, à travers cette vision, il est dans la proactivité. Donc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc, il est en train de devenir un État capable de rassembler donc tous les axes géostratégiques interconnectés qui définissent aussi la géographie politique du Maroc. C'est un pays méditerranéen avec un prolongement vers l'Europe du Nord, un pays qui se projette vers l'Est avec le Proche-Orient, un pays africain, et l'Ouest, c'est un pays atlantique. Donc aussi, il faut le dire aujourd'hui qu'il y a une conception stratégique. La doctrine géopolitique marocaine est en train de se redéfinir à travers une nouvelle façon de concevoir la relation du Maroc avec le continent africain. Le Maroc devient aujourd'hui un pilier dans les relations sud-sud et les relations nord-sud. Donc je pense aujourd'hui ce partenariat d'exception renforcé avec la France, c'est un paramètre de force pour le Maroc, pour la région, pour le continent africain, pour qu'il puisse aussi assumer sa responsabilité, étant donné que le Maroc, à travers la vision de Sa Majesté d'inscrire les pays sahélo-sahariens dans la géostratégie, la géoéconomie de l'Atlantique, à travers un désenclavement stratégique, et aussi inscrire les pays afro-atlantiques, les 23 pays, dans la stratégie de l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, nous avons devant nous un modèle avant-gardiste, un modèle proactif de chercher des solutions durables pour le continent africain, d'inscrire le continent africain. Et de fait, le Maroc, le développement du Maroc, c'est un prélude pour l'intégration du continent africain. Et c'est là le sens et l'essence de la doctrine géopolitique marocaine qui a été, j'ose dire, redéfinie dans le dernier discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Parlement, lorsqu'il a dit que le Maroc doit passer de l'action vers la proactivité et la fermeté pour défendre ses intérêts stratégiques et ses intérêts suprêmes. Et aujourd'hui, ce partenariat exceptionnel renforcé avec la France caractérise donc cette relation séculaire qui entretient le Maroc avec la France et le Maroc avec l'Union européenne. Et je pense aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y aura un développement stratégique de cette relation à travers la mise en place, peut-être l'année prochaine, d'un cadre stratégique qui va rassembler davantage et qui va mettre le Maroc au cœur de la géostratégie internationale. Et cette visite joint l'acte à la parole. Le Quai d'Orsay a publié sur son site la carte officielle du Royaume du Maroc intégrant son Sahara. Un nouvel acquis considérable qui s'inscrit en droite ligne avec la position de la France. Une position réitérée lors du discours du président français devant les deux chambres du Parlement. Comment cette position de la France, membre permanent au Conseil de sécurité, devra-t-elle avoir des répercussions sur la dynamique vertueuse que connaît le dossier du Sahara marocain ? Vous savez, il y a ce que je peux appeler l'éthique stratégique.
L'éthique stratégique, c'est dans ces relations, dans ce partenariat exceptionnel renforcé, le Maroc et la France ont respecté ce que je peux appeler l'éthique stratégique, c'est-à-dire la défense des intérêts communs, le respect de la souveraineté et aussi de créer des autonomies stratégiques entre deux écosystèmes ou bien entre les deux doctrines géopolitiques françaises qui a l'ambition de mettre en place un nouveau modèle économique vers 2030 et le Maroc aussi qui a un écosystème économique vers 2030. Et donc je pense aujourd'hui, ces deux pays, la France c'est un pays permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un pays aussi européen, c'est un pays fondateur de l'Union européenne. Je pense aujourd'hui aussi la France est là. Donc, les données, et là, la connaissance profonde, et j'estime que tous les pays européens, sans exception, savent que l'Espagne et la France, ils ont cette connaissance très profonde des dossiers du Sahara marocain. Je pense aujourd'hui la France, à travers des réalités opérationnelles, à travers une vision opérationnelle et opératique, avec un art opératique, diplomatique et aussi politique, peut mener certains pays de bouger les lignes au sein de l'Union européenne. Et je peux parler par exemple des pays scandinaves comme la Norvège. Et je pense aujourd'hui, il y a plus que 19 pays européens qui reconnaissent aussi, donc avec la même conception, avec la même perception française, espagnole, la marocanité du Sahara et la prééminence de l'initiative de l'autonomie. Je pense aujourd'hui avec la France peut jouer un rôle très important dans certaines plateformes ou de certains forums internationaux comme par exemple l'UNESCO, comme l'OCDE, l'Organisation de commerce et de développement économique. La France joue un rôle très important. La France, c'est la deuxième puissance maritime à l'échelle internationale. Il a une présence dans les pays de l'Indo-Pacifique. Il a des relations très puissantes. Et je pense que la déclinaison des paroles ou bien aussi de l'action du président Macron, surtout politiquement parlant, qu'il y a une unanimité, la gauche, la droite, même l'extrême droite, ils ont loué cette initiative de la France de reconnaître enfin la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc. Et je pense aujourd'hui, parmi les choses que la France peut faire, c'est aussi le développement économique dans les provinces du Sud. C'est une action qui inscrit aussi cette légitimité internationale, cette légalité internationale. Aussi, on peut travailler sur la mise en place aussi de certains formats d'échanges culturels, donner des bourses aux étudiants qui sont issus de ces provinces en France. Ça va rétablir aussi et donner plus de légitimité de cette reconnaissance française et aussi travailler sur les médias et l'action diplomatique de la France parce qu'il faut le dire, la France dispose d'un réseau diplomatique qui est très important à l'échelle internationale et donc de fait aussi de promouvoir et de faire aussi avancer les atouts géostratégiques, le rôle que joue le Maroc à l'échelle du continent africain dans la sécurité alimentaire, dans la lutte contre le terrorisme et aussi la dimension géopolitique de ce conflit artificiel. Je pense que la France est là, les outils, et là aussi la manière pour faire infléchir certaines positions qui jusqu'à maintenant campent sur leur position. Monsieur Cherkaoui Roudani, je vous remercie pour ce premier éclairage. Vous restez avec nous. Nous allons tout de suite aborder le partenariat économique. La France, premier investisseur au Maroc, avec plus de 1000 entreprises françaises implantées à travers tout le territoire national. Les investissements de l'Hexagone sont aujourd'hui profondément ancrés dans le tissu industriel national. Un élan qui profite au secteur de l'automobile. Le secteur ambitionne de passer à la vitesse supérieure. Khalid Azdoun, Nourdil Loubani et Boukar Nabret. C'est un véritable coup d'accélérateur pour le secteur de l'automobile au Maroc. Depuis 2012, année de l'inauguration par Sa Majesté le roi Mohamed VI de l'usine du groupe Renault, le secteur a tracé depuis son chemin. Cette success story, le secteur automobile la doit à une vision royale profonde et stratégique. سيدنا أعطى توجيهات واضحة بالنسبة للعهد الجديد للصناعة المغربية. Sa Majesté le roi a donné des orientations claires dans le cadre de la nouvelle ère de l'industrie nationale, avec comme maître mot la souveraineté, et ce en vue de consolider le système industriel et aussi répondre aux besoins du marché local et de la région. Cette souveraineté signifie que nous donnons la priorité au marché national et au marché que nous ciblons dans le cadre de l'écosystème industriel.
كنستهدفوها كمنظومة صناعية. Le Royaume est devenu au fil des ans un pilier de la stratégie industrielle. À Kenitra, l'usine Stellantis, dont l'investissement a nécessité une enveloppe budgétaire de 6 milliards dirhams, a connu depuis 2018 une ascension accélérée. L'usine produit des moteurs et des véhicules et dispose d'une capacité de production de 200 000 véhicules. Grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'industrie automobile au Maroc a connu une évolution fulgurante durant les 20 dernières années. Et l'entité industrielle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, Stellantis de Kenitra, on est la preuve. Donc aujourd'hui, cette usine qui a démarré en 2019 a connu une ascension très accélérée, en commençant par une capacité de 100 000 véhicules par an à 200 000 véhicules par an, plus la mobilité électrique. Donc aujourd'hui, notre usine elle tourne à une cadence de 30 véhicules par heure sur le véhicule principal qui est la Peugeot 208. Et on fait 50 000 véhicules par an sur la mobilité électrique, sur les 3 marques, la Fiat Topolino, la Opel Rocks et la Citroën Ami. Avec des objectifs ambitieux, 0 défaut et coût de production divisé par 2, Stellantis a décidé de digitaliser ses 150 formations au poste de montage grâce à la réalité virtuelle. On a une centaine d'opérations sécuritaires les Cancereum aujourd'hui avec des visseuses, comme vous le voyez derrière moi. Donc il y a la visseuse, Cancereum a des opérations sécuritaires et basée sur des pokayoke. Donc aujourd'hui, pour enlever l'exigence d'INF les pokayoke, on a commencé à digitaliser toutes les opérations d'INF le montage et aussi au niveau usine. Le Royaume exporte aujourd'hui vers l'Europe, notamment la France, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Les exportations ont connu une expansion remarquable de plus de 30% l'année dernière. Le secteur automobile au Maroc contribue à hauteur de 150 milliards de dirhams au budget de l'État. Aujourd'hui, le Maroc compte plus de 250 équipementiers automobiles qui emploient près de 220 000 personnes. Ce développement s'illustre aussi entre beaucoup de sociétés françaises et leurs filières ou leurs contributeurs au Maroc. Ça se développe Eforvia comme étant un groupe qui est né au Maroc depuis 2008 et qui a commencé par une seule usine à Kenitra. Aujourd'hui, nous comptons au Maroc 4 usines. Et nous dépassons 4000 personnes et nous dépassons largement les 200 et les 150 millions d'euros par année comme chiffre d'affaires. L'année dernière, la production automobile a atteint le chiffre de 465 000 voitures au coude à coude avec la Pologne. La répartition géographique des investissements directs étrangers montre que la France reste le premier pays investisseur au Maroc avec 33% du total de ses investissements étrangers en 2023. Autre secteur qui profite du climat marocain propice aux affaires et de la situation géographique stratégique de notre pays, porte d'entrée vers le marché africain, la logistique et le transport. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur la success story d'un logisticien pionnier qui opère depuis plus de 25 ans à Casablanca. Ipsen Logistique nous a ouvert les portes de son méga entrepôt à Ain Sebaa où transitent quotidiennement des millions de colis. Léla Slim, Mustafa Oudam, Rim El Missi et Boubkar Ben Ghabret. Avec ses 40 000 mètres carrés d'opération en entrepôt, Ipsen est un champion de la logistique. Cela fait 26 ans que ce groupe franco-allemand a planté son étendard dans le royaume. À la tête de la filiale marocaine, Antoine de Mirbeck fait 10 fois le tour du monde par jour. Sa mission, gérer de bout en bout d'interminables flux de produits, depuis les fournisseurs jusqu'au client final. Dès que le produit bouge, on est impliqué, on fait du transport aérien, transport par bateau, transport par route. On est aussi transitaire via notre filiale dédiée aux opérations de douane. Et puis on est aussi et surtout logisticien, stockeur et distributeur sur tout le Maroc. Transport, transit, logistique et distribution, de larges champs d'activité que le groupe Ipsen Logistique investit dans le cadre de Business Units. C'est l'équivalent de 150 employés au Maroc. Le Maroc, une terre d'investissement de choix où cet opérateur de référence nourrit de grandes ambitions sur le long terme.
Le Maroc est une plateforme politique très stable, juridique très stable, en perpétuelle évolution. Quand on voit ces 20 dernières années l'évolution du Maroc en termes d'infrastructures, autoroutiers, portuaires, législatifs, digital maintenant, parce que le digital a pris une place incroyable. La douane elle-même, durant les 5-6 dernières années, a fait des bonds gigantesques en matière de digitalisation, ce qui facilite aussi énormément tous les échanges internationaux. Maintenant, vous savez que toutes les douanes sont interconnectées. Une stabilité à tous les étages qui propulse le royaume en plaque tournante mondiale, méditerranéenne et continentale sur un marché ultra concurrentiel. Le logisticien franco-allemand y voit des perspectives de développement radieuses. Après avoir exploré le Grand Casablanca, ses dirigeants jettent désormais leur dévolu sur d'autres villes marocaines. L'idée maintenant, c'est de accompagner la croissance des autres régions, notamment sur la ville de Tanger et Kenitra, où on a des plans d'investissement sur les zones franches. Donc c'est des choses qu'on va certainement implémenter dans les 2 prochaines années, justement pour accompagner toute la dynamique qu'il y a sur ces régions. Une dynamique qui suscite un fort attrait en matière d'emploi et affiche un besoin permanent en capital humain. Le moteur de la formation s'accélère. J'ai transféré en fait l'expertise de la partie logistique. Le rôle, c'était qu'effectivement accompagner Ipsen sur l'idée de remplir les entrepôts et de pénétrer le marché de la logistique en elle-même et remplir des surfaces de stockage. Une activité de pointe aux exigences multiples qui voit son avenir sur le sol marocain passer par des compétences hautement qualifiées. La main-d'œuvre marocaine, un atout majeur au service d'un investissement compétitif. Et la cadence des projets s'accélère entre les deux pays. Le partenariat maroco-français explore désormais de nouveaux segments, dont celui de l'hydrogène vert. En acteur majeur de la transition énergétique mondiale, le Maroc se positionne sur ce levier d'avenir pour accélérer la transition vers la neutralité carbone. Cette énergie du futur est particulièrement convoitée par les investisseurs, développeurs de projets industriels, équipementiers français. Tous y voient un atout pour l'Afrique et l'Europe. Abdelhamid Jibran, Firdaus El-Harch, Abdelali Ayad, Hisna Moussaoui, Youssef Mouziani et Iman Eblou. Avec un engagement fort en faveur de l'hydrogène vert, le Maroc se positionne en tant que hub stratégique. Dans le contexte mondial de lutte contre le changement climatique, le Royaume a identifié l'hydrogène vert comme un vecteur clé pour décarboniser des secteurs industriels à forte émission de carbone. Un choix stratégique éclairé par la vision royale dans ce domaine. À cet égard, nous avons lancé le programme d'investissement vert du groupe ECP et nous avons donné un coup d'accélérateur au plan de déploiement des énergies renouvelables. Faisant suite à la réunion que nous avons présidée à cette fin, le gouvernement a élaboré le projet Offre Maroc pour l'hydrogène vert. À cet égard, nous engageons le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de ce projet de manière à valoriser sur les atouts dont dispose notre pays en la matière et à répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. Avec l'Offre Maroc, le Royaume franchit un cap pour le développement de capacités d'hydrogène vert. Des centaines d'investisseurs nationaux et étrangers ont exprimé un intérêt vif pour le projet. Parmi ces investisseurs, les Français. Des partenariats tracent déjà leur sillon, notamment pour soutenir des projets de recherche et d'innovation. Ce partenariat qu'on a signé avec l'AFD, l'Agence française de développement, et aussi en partenariat avec la SATT, donc la Société d'accélération de transfert de technologie de Paris-Saclay. L'idée de ce projet-là, c'est de lancer un appel à projet conjoint entre le Maroc et la France pour mettre en relation, dans le cadre de projets collaboratifs d'innovation et de R&D appliqués, sur les thématiques de l'hydrogène vert, pour avoir des prototypes, des projets de recherche et d'innovation qui vont aboutir sur des trouvailles ou des démonstrations et des projets pilotes. Bénéficiant d'un potentiel solaire et éolien considérable, le Royaume se place parmi les pays à plus fort potentiel pour la production de l'hydrogène vert et pourrait satisfaire plus de 4% de la demande mondiale d'ici 2030. Une opportunité de taille pour le Royaume qui y voit un levier de décarbonation de son économie
génératrice de valeur et créatrice d'emplois. On accompagne les acteurs industriels, les autorités dans leur stratégie de décarbonation. Et puis aussi tout le domaine, alors plutôt à moyen terme, de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables, ou l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène présent dans le sous-sol. Et le Maroc fait partie des pays avec un fort potentiel dans ce type d'hydrogène. Ce carburant du futur, extrait de l'eau par électrolyse en utilisant de l'énergie renouvelable, est au cœur de toutes les recherches. La ressource offre une alternative propre et durable pour répondre aux besoins croissants en énergie. Les laboratoires de recherche mettent les bouchées doubles pour accompagner cet élan. Au niveau de ce laboratoire, nous procédons au développement de produits à faible coût et nous travaillons également sur des stimulateurs pour la production d'hydrogène par le développement de matières amies de l'environnement, comme certains produits dérivés des phosphates. Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le Maroc joue désormais un rôle primordial dans la transition énergétique mondiale et renforce son positionnement en tant que hub énergétique incontournable. Professeur, vous venez de suivre avec nous ce sujet sur l'hydrogène vert, cette énergie du futur particulièrement convoitée par les investisseurs français. Concrètement, quelle serait la portée des nouveaux accords et contrats conclus notamment en vue de promouvoir cette nouvelle ère des énergies vertes ? D'abord, j'aimerais bien revenir sur l'industrie de l'automobile. Il faut bien souligner l'importance aujourd'hui de la production ou bien de l'industrie de l'automobile avec les écosystèmes qui ont été mis en place par le Royaume du Maroc depuis 2000. Donc avec le plan d'accélération 2014-2020 qui était supervisé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui commence à donner ses fruits. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le principal exportateur d'équipements d'automobile et aussi de véhicules vers l'Europe. C'est le premier producteur de véhicules et d'équipements automobiles à l'échelle du continent africain avec un rendement qui dépasse 150 milliards de dirhams. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est un secteur qui est stratégique. Et je pense la France, il a cette capacité aussi de renforcer ce partenariat à travers certaines entreprises comme PSA, Renault ou bien Peugeot et aussi certaines start-up qui travaillent dans le domaine. Donc, je pense aujourd'hui, nous sommes dans la voie de développer un écosystème global capable de renforcer le Maroc dans le marché international, surtout maintenant que le Maroc, à l'échelle de la région européenne, par exemple, premier fournisseur, premier exportateur, il dépasse de loin le Japon et la Chine. Et donc ça, c'est une chose qui est très très importante, il me semble, de souligner. Donc revenons sur la question de l'hydrogène vert. Écoutez, maintenant, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la géopolitique de l'hydrogène vert, avec la réglementation européenne, avec le problème de la géopolitique de l'énergie à l'échelle internationale, surtout avec cette dislocation, cette fracture entre la Russie et l'Union européenne, la Russie et les États-Unis. Donc il y a un engouement de mettre en place une vision qui concerne le développement d'une énergie durable avec aussi des technologies. Aujourd'hui, le Maroc, il présente, comme il a dit Sa Majesté le Roi Mohammed VI à maintes reprises, le Maroc, il a des atouts géostratégiques. Le Maroc, géographiquement, c'est un pays proche de l'Europe, c'est un pays africain, c'est un pays de l'Ouest, il y a l'Atlantique. Et de fait, aujourd'hui, ces atouts géostratégiques lui permettent d'être un pivot dans la production de l'énergie renouvelable, que ce soit que l'énergie solaire, éolien et même la production de l'hydrogène vert, qui est très très important. L'hydrogène d'ailleurs, il est utilisé dans le pétrole, la raffinerie, la production de l'ammoniac. Et donc, de fait, aujourd'hui, c'est un produit qui se consomme davantage, mais qu'avec les réglementations, avec les changements climatiques, avec l'exigence des changements climatiques, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va se diriger, qui va s'orienter vers ce qu'on appelle les énergies vertes. Et j'en pense, le Maroc, la production de l'hydrogène vert aujourd'hui, il y a tout un chantier qui est ouvert. D'ailleurs, les investissements que vous avez soulignés concernant l'OCP avec 12 milliards de dirhams qui a été aussi supervisé par Sa Majesté dans le cadre de la mise en place d'une sécurité alimentaire marocaine, mais avec une projection africaine. Donc, de fait, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui permet que demain, le Maroc pourra
être le pivot à l'échelle de plusieurs équations énergétiques et géoénergétiques, être le pivot donc, dans ce secteur. Et de fait, le Maroc aujourd'hui, il me semble que la production de l'hydrogène vert, il est dans la voie de la concrétisation, surtout avec les partenariats et les accords qui ont été signés avec la France. On voit qu'il y avait les entreprises françaises, ils ont mis beaucoup d'accent, surtout Veolia, surtout EDF, ils ont mis beaucoup d'actions et d'accent sur la production et sur la mise en place des projets ou bien colocalisation de projets sur le territoire marocain, que ce soit dans le sud ou bien au centre du Maroc ou bien au nord du Maroc, dans la question de la production de l'hydrogène vert. Donc je pense aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une voie de concrétiser ce souhait que le Maroc deviendra un jour un pays pionnier, un pays pivot à l'échelle internationale dans la production de l'hydrogène vert. Sharqawi Roudani, professeur universitaire, expert en géostratégie et sécurité, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Autre volet de cette coopération multidimensionnelle maroco-française, le volet de la coopération universitaire. Rabat et Paris sont liés par une coopération universitaire et scientifique dense, fondée sur le développement d'un partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. L'université Ibn Tufayl de Qnitra fait partie de cet élan avec de nombreux projets pionniers. Sophia Fgroud, aussi même Saoud Samira Asbad Mohamed Touanina avec un récit de Iman Abou. La tech, un domaine qui fait de l'œil à nos étudiants. Nous sommes à l'École nationale des sciences appliquées de l'université Ibn Tufayl de Kénitra. Ici, les salles de classe affichent complet. Normal, les étudiants le savent, il y a beaucoup à gagner. C'est un programme que je considère très important puisque ça permettrait de renforcer les liens de coopération interculturelle et internationale entre le Maroc, dans ce cas la France. Double diplomation, l'offre est séduisante, mais il n'y a pas que cela. L'alternance est un avantage d'une importance capitale pour ces étudiants. Je suis intéressée bien sûr par l'alternance, c'est de travailler et de poursuivre les études en même temps. C'est en parallèle, tout simplement pour renforcer les compétences pratiques. Nous avons mis en place plusieurs conventions de partenariat avec le réseau Polytech France, donc un peu plus de 10 écoles d'ingénieurs, pour permettre aux étudiants d'aller poursuivre leurs études en France et pour décrocher un double diplôme, donc un ingénieur d'État au Maroc et diplôme d'ingénieur d'État en France. Un partenariat gagnant-gagnant pour le Maroc et la France. En témoigne le nombre d'accords qui ne cessent de croître entre les deux pays en matière de coopération universitaire. Si nous avons contracté une convention dans les secteurs de la recherche et de la formation. En ce qui concerne la formation, plusieurs étudiants ont été envoyés en échange, que ce soit à Lille et à Rennes. Et nous sommes passés maintenant à une deuxième étape, à savoir la double diplomation, dans 2 formations, ingénierie de formulation et technologie de l'eau et énergie. Mais il n'y a pas que les ingénieurs qui profitent de ces doubles diplomations maroco-françaises. À l'université Ibn Tufayl de Kénitra, une grande partie des cursus des écoles spécialisées sont éligibles à la double diplomation. Dans divers domaines tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, mais également tout ce qui est sciences humaines et sociales. Cette coopération rentre également dans une multitude de programmes de recherche financés avec des budgets importants. Double diplomation et bien plus encore, l'élite de demain affûte ses armes grâce à des cursus de qualité lancés dans le cadre d'une coopération innovante. La question de la coopération universitaire est un élément extrêmement important, à la fois pour le Maroc et également pour la France. Le Maroc aujourd'hui a besoin d'avancer sur tout ce système de la recherche dans son sens le plus général et global, et la France a une expertise et un savoir-faire en matière de recherche. Si on veut bâtir une coopération, il faut aussi le faire à travers un langage commun, d'où la place extrêmement importante de la francophonie. Les élus locaux, ce sont des véritables laboratoires formidables d'innovation. Et l'idée aujourd'hui pour les élus locaux, parce qu'ils sont aussi dans la transmission et la transmission des savoirs, c'est d'imaginer une nouvelle forme de partenariat, une nouvelle forme de coopération avec une grande université étrangère.
en l'espèce l'université de Kénitra, l'université Ibn Toffaïl et plus précisément la faculté de sciences politiques et de droit. Nous avons conventionné avec ces derniers de façon à ce que l'expertise des élus locaux, notre savoir-faire, la compréhension que nous avons de nos communes, de nos collectivités et de l'environnement institutionnel, eh bien tout cela, nous puissions le transmettre. En termes d'échanges et de collaboration scientifique et pédagogique, la part de l'Hexagone est prépondérante, avec plusieurs centaines d'accords interuniversitaires, une coopération dynamique à l'avenir radieux. Et nous refermons ce journal depuis Paris, la capitale française, où le président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français, Christian Cambon, nous a accordé un entretien exclusif. L'homme a toujours plaidé en faveur de la cause nationale et pour un soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Dans cet entretien exclusif, le parlementaire s'exprime également sur la diplomatie parlementaire et son rôle dans le renforcement de la coopération bilatérale. Regardez cet entretien réalisé par nos envoyés spéciaux à Paris, Sophia Fgroud et Wassim Amsout. Sénateur Christian Cambon, bonjour et merci de nous accueillir ici au Sénat, dans vos bureaux à Paris. Bonjour. Je vois que vous arborez fièrement le Wissam. Oui, c'est une des fiertés que j'ai et qui, Sa Majesté a bien voulu me récompenser il y a déjà quelques années pour le travail que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années à la tête du groupe d'amitié. Et je suis fier de porter cette décoration à la veille de la visite d'État qui va mettre en relief les relations d'amitié retrouvées entre la France et le Maroc. Vous présidez le groupe d'amitié France-Maroc au Sénat depuis plusieurs années déjà. On vous a vu à plusieurs reprises plaider pour que la France appuie le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine. Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle du soutien de Paris au plan d'autonomie comme seule base d'une solution à ce conflit ? Je l'ai accueilli avec surprise compte tenu de la date, car c'était au cœur de l'été, le Parlement ne siégeait pas, on n'avait pas de gouvernement. Mais je l'ai accueilli, cette nouvelle, avec grande joie et grande satisfaction, car cela fait des années que je milite, ainsi que nombre de mes collègues parlementaires ici, pour que la France modifie sa position initiale et opte enfin pour une solution raisonnable, à savoir le soutien du plan de large autonomie qu'a proposé Sa Majesté comme la seule solution pour permettre de mettre un terme à ce conflit. Et ce qui m'a paru encore plus important dans la déclaration du président de la République, c'est qu'elle prend effet pour le présent et pour l'avenir. La souveraineté est ainsi reconnue et je crois que c'était un élément qu'elle est peut-être même au-delà de ce que nous imaginions. Dans ce cadre de ce groupe d'amitié France-Maroc, vous avez effectué à plusieurs reprises des visites à Laayoune et Dakhla notamment. Qu'est-ce que vous avez constaté de ce développement ou de ce nouvel essor socio-économique dans les provinces du Sud ? Écoutez, j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises, donc à chaque fois je vois tous les projets nouveaux qui se mettent en œuvre. Et ce que l'on peut dire, c'est que le Maroc a beaucoup investi, notamment en matière économique, en matière sociale. J'ai visité les aéroports, les ports de pêche, les usines de dessalement d'eau de mer. Nous avons pu découvrir l'agriculture raisonnée en plein désert. Nous avons pu voir des cliniques, le fameux hôpital universitaire de Laayoune, qui fait envie à certains de mes collègues français qui sont revenus en me disant « mais nous, dans notre département, nous n'avons pas un hôpital aussi moderne ». Et donc, c'est effectivement aussi une décision de réalité que la France prend, parce qu'en matière de développement, le Maroc a fait énormément pour justifier ce plan de large autonomie sous souveraineté marocaine. Alors, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est destinée à offrir ou à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Quel rôle jouerait la France dans ces nouvelles relations avec les pays du Sud ? Nous souhaitons effectivement profiter de cette occasion et de cette modification substantielle de la relation entre la France et le Maroc pour, bien sûr, développer nos échanges, mais aussi ensemble regarder effectivement vers l'Afrique. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a beaucoup investi sur l'Afrique. Dans le film récent qui est passé sur la chaîne parlementaire,
on voit cette séquence tout à fait touchante au sommet de l'OUA où il dit « Je reviens à la maison ». Sa maison, c'est l'Afrique. Et la France peut profiter et peut aider le Maroc à se développer parce que nous-mêmes, nous avons des relations avec les pays africains, même si ces relations ont connu des difficultés récentes, mais nous restons très en relation avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et bien d'autres pays. Et je pense que là, nous avons des éléments communs de coopération, qu'il s'agisse du plan économique. Bien sûr, il y a là aussi les échanges culturels, la francophonie. Je rappelle que le Maroc est le premier et le plus important destinataire d'établissements d'enseignement français. Et le français est beaucoup parlé en Afrique. Et puis, il y a bien d'autres échanges. Et nous souhaiterions profiter aussi de cette coopération avec le Maroc, notamment en matière d'environnement. Le Maroc a fait énormément. Moi, j'ai visité, par exemple, à Ouarzazate, la centrale nord, les champs éoliens du nord du Maroc. Je crois que nous avons des coopérations nouvelles pour faire en sorte de produire à notre tour de l'énergie décarbonée. Et c'est un exemple tout à fait significatif qui va servir à l'Afrique et sur lequel la France peut travailler si nos amis marocains le souhaitent. C'est évidemment la condition de respect et de coopération mutuelle à laquelle je suis très attaché. Et un des aspects de la coopération France-Maroc, un des aspects les plus importants, c'est la coopération sécuritaire. Absolument. C'est un point que nous avons souvent souligné ici au Sénat, notamment lorsque je présidais la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, car la présence du Maroc au sud nous a évité à nous, Européens, des situations que l'on aurait pu connaître parce que c'est une zone très disputée, qui connaît pas mal de circulation, d'immigration. Et donc, la sécurité qu'assure le Maroc dans cette zone est un élément, bien sûr, pour le Maroc, mais c'est aussi un élément très positif pour l'Europe. Le Maroc nous a beaucoup renseigné, nous a beaucoup aidé dans la lutte contre le terrorisme ou bien suite aux attentats que nous avons eus. Ce sont des renseignements marocains qui nous ont permis d'identifier les terroristes. Donc là aussi, il y a une coopération étroite qui doit se relancer, une coopération sécuritaire mais aussi en matière de défense. Nous avons débuté cette interview en parlant de la position de Paris quant au dossier du Sahara. Vous avez dit que c'était une position pour le présent et pour l'avenir. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la coopération France-Maroc ? Sur le Sahara, bien évidemment, nous sommes toujours sous l'égide des Nations Unies et nous souhaitons vivement que les Nations Unies prennent enfin des initiatives un tout petit peu plus dynamiques peut-être que celles qui ont été prises par le passé. Il y a eu beaucoup d'envoyés spéciaux dont les missions n'ont pas beaucoup débouché. Maintenant que plus de 15 pays européens et 80 pays dans le monde reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara, peut-être maintenant il faut que les Nations Unies organisent cela. Et donc la France, qui est membre du Conseil de sécurité, va, je l'imagine, travailler dans ce sens. Et d'une manière générale, je crois que la France doit porter un nouveau regard sur l'Afrique. L'Afrique est en plein bouleversement, elle est en plein changement. Le Maroc en est une preuve évidente. Et donc je pense que là, il y a des liens qui vont se créer. Donc voilà un petit peu différentes orientations pour lesquelles le groupe d'amitié au Parlement va accompagner et soutenir ces initiatives. Sénateur Christian Cambon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, sénateur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.